Préparez-vous à entrer dans un monde de guerre et de mort, de violence, de noblesse et de folie. Nous allons vous proposer de découvrir comment jouer à Age of Sigmar version 2 avec une description des différentes séquences d'un tour. Tout commence par le choix du scénario. Les scénarios expliquent comment se déroule le déploiement ainsi que les conditions de victoire de la partie. Le déploiement s'effectue de manière alternée comme à Warhammer 40 000. Chaque unité doit être placée et terminer tout type de mouvement en formant un groupe de figurines. Chaque figurine devant être à 1 pouce ou moins d'une ou plusieurs autres figurines de son unité. Au début de chaque round de bataille, les joueurs tirent au dé et le gagnant choisit qui a le premier tour. Si le tir au dé donne une égalité, le joueur qui a joué en premier au round précédent choisit qui a le premier tour. Toutefois, s'il s'agit du premier round, le joueur qui a fini de placer son armée en premier choisit qui a le premier tour. Ici, c'est Christophe qui a fini de se déployer en premier. Il peut choisir de commencer ou de laisser son adversaire commencer. Il choisit donc de laisser son adversaire commencer. Ce sera les Nighthawns qui vont avoir le tour 1. Voici comment va se dérouler un tour de jeu. Il est composé de 6 phases successives que nous allons vous présenter. Et bien sûr, ne jamais hésiter à boire quelques rafraîchissements pendant vos parties de Age of Sigmar. La première des 6 phases est la phase des héros durant laquelle les unités peuvent lancer des sorts. Là, Florian décide de lancer très magique avec son sorcier, ça passe sur du 5+. Il fait un joli 7, Christophe va tenter d'abjurer. Et il abjure puisqu'il fait au-dessus du score que Florian a réalisé. En l'occurrence, 9 sur ce jet de dés. Certains héros en possèdent une propre, en principe une aptitude précise quand elle est utilisée. Si ce n'est pas le cas, utilisez-la à votre phase des héros. Mais vous disposez toujours de 3 aptitudes génériques. Pour utiliser une aptitude de commandement, vous devez consommer un point de commandement. Ils sont générés pendant la construction de la liste et à chacun de vos tours. S'ensuit la phase de mouvement, durant laquelle vous pouvez déplacer vos unités sur le champ de bataille. Chaque figurine a une valeur de mouvement et va donc pouvoir se déplacer de cette valeur. Ici, les porte-pestes ont 4, ils vont donc avancer de 4 pouces. Par contre, AOS, monter et descendre un décor consomme du mouvement. Ici, la barrière fait 1 pouce de mouvement. Le porte-peste ayant une valeur de mouvement de 4, il va donc devoir dépenser 2 points de mouvement pour passer cette barrière et faire 2 pas derrière cette barrière. Chaque unité peut également courir, ajoutant ainsi un dé de 6 à son mouvement. Ici 2, le porte-peste ayant un mouvement de 4, il avancera donc de 6. Par contre, cela l'empêchera de tirer ou de charger. Lors de la phase de mouvement, il vous est impossible de passer à moins de 3 pas d'une figurine ennemie. Ici, le changelin veut rejoindre son unité d'horreur rose. Il va donc devoir passer à côté du grand immonde à plus de 3 pas. Nous enchaînons avec la phase de tir durant laquelle les unités qui sont équipées d'une arme de tir peuvent tirer avec toutes celles qu'elles possèdent. C'est-à-dire que si une figurine possède plusieurs armes, elle pourra donc effectuer plusieurs tirs. En l'occurrence, on a 10 horreurs roses qui ont les flammes magiques et qui vont tirer sur les porte-pestes qui sont ici. Les caractéristiques de l'arme disponible sur le War Scroll expliquent que chaque figurine fait un tir et touche sur du 4+. Premier jet pour toucher. On conserve les 4, les 5 et les 6. Et maintenant, on va blesser les porte-pestes, toujours sur du 4+, comme le stipule le War Scroll. On va donc maintenant allouer les blessures. Elles sont au nombre de 5 et les porte-pestes vont pouvoir effectuer leur sauvegarde. Sauvegarde valide sur du 5 et plus. Christophe réussit une sauvegarde, donc perd 4 points de vie. Néanmoins, il a une caractéristique particulière qui lui permet de faire un jet pour annuler les PV perdus. Sur du 5+, c'est encore 4 échecs. Il perd donc 4 porte-pestes. Une unité peut tirer quand elle est à 3 pas ou moins de l'ennemi, mais ne peut alors cibler que les unités ennemies qui sont à 3 pas ou moins d'elle avec ses attaques de tir. Dans cette situation-là, les horreurs qui sont ici sont à 3 pas et moins du grand immonde, mais ne le sont pas des porte-pestes qui sont à leur droite. De ce fait, elles ne pourront tirer que sur le gros papa qui est ici. Après la phase de tir, bien évidemment, vient la phase de charge. Les unités à 12 pouces au moins d'une ou plusieurs unités ennemies peuvent déclarer une charge. À Age of Sigmar, aucun besoin de cibler une unité spécifiquement. Dans cette situation-là, les horreurs roses sont à 4 pouces des porte-pestes et sont à 8 pouces du grand immonde. Florian va donc lancer 2d6 pour résoudre sa charge.
Il fait 10, il pourra donc aller accueillir à la fois les porte-pestes et à la fois le grand immonde. Néanmoins, si avec un peu moins de chance, il avait fait 6, il n'aurait pu aller chercher que les porte-pestes. Florian a donc réussi sa charge. Sa première figurine doit, à l'aide de ses 2d6 pas de mouvement, pour lui 10, arriver à 0,5 pas d'au moins une unité adverse pour réussir cette charge. Le reste de son unité pourra alors bouger de ses 2d6 pas, 10 pour Florian, sans restriction dans la direction qu'il lui souhaite. On passe maintenant à la phase tant attendue de combat, le corps à corps Age of Sigmar. Ça se déroule comment? Alors, les joueurs choisissent tour à tour des unités pour les faire combattre en commençant par le joueur dont c'est le tour. C'est le tour de Florian, il possède cette unité d'aurore rose, il va décider de les faire taper. Il va donc pour cela pouvoir faire un mouvement de piline de 3 pouces vers l'ennemi le plus proche, tout en conservant sa cohésion d'unité de 1 pouce entre chaque figurine. Il va donc pouvoir maximiser le nombre de figurines au contact pour en avoir 3 contre le grand immonde et jusqu'à 5 contre les porte-pestes. Ces positionnements sont particulièrement importants car dans Age of Sigmar, les armes de corps à corps ont une portée. Il a donc 5 figurines engagées contre les porte-pestes. Il va pouvoir effectuer ses 5 attaques. Il touche sur du 5+, comme le définit son War Scroll. 3 réussites pour les jets de touche. Et il blesse sur du 4+, toujours comme le stipule son War Scroll. Et c'est une blessure. À l'identique de la phase de tir, les porte-pestes auront une sauvegarde à 5+, et pourront ne pas perdre le point de vie perdu à 5+, et ça fait un porte-peste de mort. Florian ayant activé son unité, c'est donc maintenant à son adversaire Christophe d'activer à son tour une unité pour le corps à corps. Il peut à son tour effectuer un piline de 3 pouces de façon à maximiser ses positionnements sur le corps à corps, ce qu'il fait bien évidemment. On va donc avoir 8 porte-pestes qui vont taper, ça leur fait donc 8 attaques, ils touchent sur du 4, on conserve les 4, les 5 et les 6, et ils blessent sur du 4, non sur du 3, et ils blessent sur du 3, ce qui fait 3 blessures. Les aurores roses ont une sauvegarde à 5. Ça nous fait donc 2 horreurs qui sautent. À partir de maintenant, on choisit une autre unité engagée au corps à corps. La logique voudrait que ce soit Florian qui active une unité supplémentaire, mais il n'en a pu engager au corps à corps. C'est donc à Christophe d'activer Big Papa, qui va venir tartiner le groin de ses frêles horreurs roses. Bien évidemment, il effectue un mouvement de piline de 3 pouces. Et il va balancer 3 attaques de son épée sur du 4+, une réussite, sur du 3+, une réussite. Une sauvegarde sans rend, sans pénétration d'armure des horreurs roses. C'est sauvegardé. Réussi. Ensuite, 4 attaques de sa cloche sur du 4+. Ça prend une grosse cloche. Et sur du 3+. 3 sauvegardes pour les horreurs roses. Un mort. Il a ensuite 3 Nurglings sur lui qui vont pouvoir taper sur du 5+. Une réussite, puis sur du 5+. Et non. On aura donc au total une aurore rose supplémentaire qui va mourir. On arrive donc à la dernière phase du round de bataille, à savoir la phase de déroute. Les 2 joueurs doivent faire un test pour savoir combien de leurs figurines vont fuir le champ de bataille. Christophe, avec ses porte-pestes, a perdu 4 porte-pestes sur la phase de tir et 1 sur la phase de corps à corps. Il va donc jeter un des 6. Il fait un 1 qu'il ajoute au nombre de pertes qu'il a subies, à savoir 5. 5 et 1, 6. Cette valeur reste inférieure à sa valeur de Bravery, qui est de 10, comme l'indique son War Scroll. Il ne perd donc aucune unité. Néanmoins, si sur ce jet, il avait fait un 6, 6 plus les 5 pertes est égal à 11, il aurait eu donc une perte supplémentaire. En ce qui concerne les aurores roses, elles ont perdu
3 figurines, elles ont une valeur de Bravery de 10 comme l'indique leur War Scroll. Quoi qu'il arrive, même avec un 6 des familles, eh bien 6 et 3, 9, ça restera inférieur à sa valeur de Bravery. Il ne peut donc perdre aucune figurine sur sa phase de déroute. Et voilà, c'en est fini de cette vidéo de présentation, étape par étape d'un tour de joueur. On espère que cette vidéo vous a plu. Je vous récite le laïus habituel, les gars. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous posez des pouces bleus, vous faites tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à poser des questions qui vous semblent judicieuses si vous aussi vous êtes en train de découvrir Age of Sigmar version 2.0. En tout état de cause, on se retrouvera très bientôt avec la team Esprit Ludique pour un super rapport de bataille Age of Sigmar. À bientôt les amis.